Hello les amis, nous sommes le mercredi 15 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien malgré que notre président nous a dit que à partir du 1er août prochain, les masques seront obligatoires dans les lieux clos parce que il sent le virus va revenir. Pendant ce temps-là, vous savez, le virus c'est un juilletiste, il prend ses vacances en juillet. Mais il revient en août, donc on sait qu'il va revenir en août, donc il va falloir prendre des masques. Et c'est aussi la période des soldes là qui commence, donc il ne faudrait pas quand même casser l'activité des commerces pour cette période. Par exemple, une personne comme moi, porter un masque dans un magasin, c'est niette quoi. Hein. Et donc le président sait que, avec toute la presse, donc vous avez vu toute la presse mondiale, deuxième vague c'est sûr, c'est absolument fabuleux, c'est des devins. Hein, donc on montre des chiffres à droite, à gauche, je sais pas, allez, la Floride, ça explose en Floride, oh là là, en Floride, c'est plus une deuxième vague, c'est incroyable. Donc allez, on commence par là. Le ministère de la Santé de la Floride affirme que certains laboratoires n'ont pas signalé de résultats négatifs pour le Covid. Ah bon, mais c'est important ça. Certains laboratoires de Floride signalent des taux de positivité de 100%. Alors là, le virus en Floride, c'est 100%. Vous vous rendez compte un peu ? C'est-à-dire que n'importe qui est testé est positif. Je vous mets évidemment, comme d'habitude, à mon habitude, les liens dans la description de la chaîne. Le rapport a montré que l'hôpital, par exemple, d'Orlando Health avait un taux de positivité de 98%. Cependant, lorsque Fox 35, c'est-à-dire l'équipe de télé locale, a contacté l'hôpital, ils ont confirmé des erreurs dans le rapport. Le taux de positivité d'Orlando Health n'est que de 9,4% et non 98%. Déjà 9,4%, c'est énorme, quoi. Et donc, plus de nouvelles. La Floride a enregistré le plus grand bond en un jour de décès liés au Covid avec 132 autres cas signalés. Le rapport a également montré que le centre médical d'Orlando Vétéran avait un taux de positivité, lui, de 76%. Un porte-parole a déclaré mardi que cela ne reflète pas leurs chiffres et que le taux de positivité pour le centre est en fait de 6%. Fox a ensuite parlé mardi au ministère de la Santé de la Floride. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est pas Trump qui fait tout, hein, c'est dans chaque État, il y a un gouverneur qui fait la loi, il fait ce qu'il veut. Ils ont confirmé que bien que les laboratoires privés publics soient tenus de communiquer immédiatement les résultats positifs et négatifs à l'État, certains ne l'ont pas fait. Plus précisément, ils ont déclaré que certains laboratoires privés plus petits ne communiquaient pas de résultats de tests négatifs à l'État. Alors que la Floride a battu des records nationaux pour les sauts dans les cas, le bilan des morts de l'État est loin du record national. Lorsque le Covid ravageait New York il y a 3 mois, il a enregistré 799 décès le 9 avril et avait une moyenne sur 7 jours de 763 décès le 14 avril. New York a maintenant l'un des taux de mortalité par habitant les plus bas du pays, enregistrant 10 par jour, et encore, on devrait aller enquêter là-dessus. On est aux États-Unis, hein. Je sais pas, moi, lisons la presse française. États-Unis, entre le docteur Fauci, c'est le monsieur qui est derrière avec le masque, et Mr. Trump, la guerre est déclarée. Alors, que dit... Ah non, c'est Le Monde, payé par Bill Gates, hein, je vous rappelle, Le Monde, 4,6 millions de dollars donnés par Gates au journal Le Monde. Si on y rajoute que l'État français a donné 2 milliards à l'ensemble des médias, on comprend que taper sur Gates, c'est taper sur l'État français, c'est pas possible. Hein. Alors, regardez cet article. L'un est le visage de la lutte contre le Covid aux États-Unis, c'est-à-dire Dr Fauci. L'autre est le président de l'État le plus endeuillé au monde par la pandémie. Le premier fustige régulièrement l'action, ou plutôt l'inaction, du second face aux caméras du monde entier. Entre eux, l'idylle avait pourtant bien commencé, mais depuis, les critiques claquent et l'écoute mutuelle entre le docteur Anthony Fauci et Donald Trump s'est progressivement transformé en guerre de tranchées. Ah, les méchants, le méchant Trump, mais qu'il est nul ce président. Alors le pays le plus endeuillé au monde, allez, ça c'est là aujourd'hui, hein. USA, 421 morts par million d'habitants. Vous voyez la colonne? Bon, l'Espagne, 608. Angleterre, 662.
Italie 579, France 460. Et là, je vous mets que la première page de World Meter Coronavirus. Vous les retrouvez tout seul. Donc voilà, fake news, encore des fake news propagées par le journal Le Monde. Donc fake news sur les chiffres, maintenant sur le contenant. Fauci un génie, Trump un idiot. Ok, allons voir USA Today. Anthony Fauci s'est trompé sur tout ce avec quoi j'ai interagi avec lui. Signe Peter Navarro. Mais qui est donc Peter Navarro? C'est l'assistant du président et il est le directeur du bureau de la politique commerciale et manufacturière. Et qu'est-ce qu'il avait dit, ce monsieur-là? Le docteur Anthony Fauci a une bonne façon, alors ça c'est dit, de présenter les choses au public, hein, c'est traduit de l'anglais, hein, c'est pas vraiment fantastique, mais il s'est trompé sur tout ce avec quoi j'ai interagi avec lui. Fin janvier, alors que je plaidais au nom du président pour la suppression des vols en provenance de Chine, et je vous rappelle que toute la presse tapait sur Trump en le traitant de raciste, n'importe quoi, que non, parce que lui voulait fermer les vols pour la Chine, d'ailleurs c'était un des premiers pays à avoir fermé les vols pour la Chine. Fauci s'est battu contre la décision courageuse du président qui aurait bien pu sauver des centaines de millions de vies américaines, en fait s'il l'avait fait avant, parce qu'il ne l'a pas fait janvier. Lorsque j'ai averti fin janvier dans une note de service d'une pandémie potentiellement mortelle, Fauci disait aux médias de ne pas s'inquiéter. Et de tout ça, on a les preuves sur Internet, je vous en avais souvent parlé. Lorsque je travaillais fiévreusement au nom du président en février pour aider à concevoir la mobilisation industrielle la plus rapide du secteur des soins de santé de notre histoire, Fauci disait toujours au public que le virus chinois était à faible risque. Exactement, il disait exactement ce que l'OMS disait. Lorsque nous avons construit une nouvelle capacité pour la fabrication de masques en un temps record, Fauci a fait volte-face sur l'utilisation de masques en disant qu'ils étaient inutiles. Et lorsque Fauci a dit au groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche qu'il n'y avait que des preuves anecdotiques à l'appui de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le virus, je l'ai confronté à des études scientifiques fournissant des preuves de sécurité et d'efficacité. Une récente étude de l'hôpital de Détroit a montré une réduction de 50% du taux de mortalité lorsque le médicament est utilisé en traitement précoce. 59% exactement, j'ai déjà montré cette étude dans mes émissions récentes. Maintenant, Fauci dit qu'une baisse du taux de mortalité n'a pas d'importance quand il s'agit de la statistique la plus importante pour guider le rythme de notre réouverture économique. Plus le taux de mortalité est bas, plus nous pouvons ouvrir rapidement et plus. Donc quand vous me demandez si j'écoute le conseil du Dr Fauci, ma réponse est uniquement avec scepticisme et prudence. Moi je dis, virez-moi ce mec, quoi. Virez-le ce mec. Voilà. Et ça, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous avez vu la différence de traitement entre la presse anti-Trump française, généralisée, et la vérité de ce qui se passe. Sinon, donc on a vraiment une explosion de cas. Je vous rappelez, j'avais fait une émission, déjà au mois d'avril, où je vous présentais cette fantastique société de Singapour qui faisait des statistiques sur l'évolution de la pandémie. Ensuite, bizarrement, on n'a plus jamais eu accès à ces statistiques, et pourtant c'était les plus fines. Je vous rappelle par exemple un tableau que j'avais montré dans cette émission, qui date du 27 avril, et donc qui prévoyait une fin de la pandémie en France à 99%, le 19 mai 2020, et vous voyez tout en haut, à 100% le 9 août 2020. Si on le compare avec le tableau, vous voyez, de la mortalité, vous voyez que ça correspond quand même pas mal, parce que là, il ne reste pas grand-chose, Donc on est bien dans une fin de pandémie à 99%. Si on prend toujours le 27 avril, l'Italie, elle, c'était une fin de pandémie au 23 mai à 99%, et une fin à 100% au 31/8/2020. Si on le compare par rapport au nombre de morts, vous voyez que ça correspond quand même. Mais chez nous, on parle de seconde vague. Pourquoi seconde vague? Qui sait? On ne sait pas. Le réseau Sentinelle. Allons voir le réseau Sentinelle. Parce que le réseau Sentinelle, vous savez, c'est ce groupement de médecins qui surveillent plein de maladies. Donc, ils surveillent, surveillance en cours, actes suicidaires, coqueluche, diarrhée aiguë, infection respiratoire aiguë, maladie de Lyme, oreillon, varicelle, zona. Surveillance terminée, il y a tout ça. Donc après, il va y avoir la grippe, quand la grippe va venir. Mais on voit déjà que le réseau Sentinelle, quand même, ne surveille pas le Covid.
pour quelque chose qui est un virus extrêmement dangereux dans lequel on attend la seconde vague, puisqu'on va être obligé de porter des masques à partir du 1er août, c'est quand même étrange que les réseaux Sentinelle, hein, qui, vous voyez, dépend de l'INSERM, de la médecine Sorbonne Université, Santé publique France, ne surveille pas le Covid. Alors, est-ce que par hasard, hein, vu que c'est une infection respiratoire aiguë, le Covid, donc je clique sur, je vous mets les liens, vous pourrez vous cliquer vous-même, hein, sur infection respiratoire aiguë. Et donc, dernière actualité, semaine 27, en France métropolitaine la semaine dernière, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë vus en consultation ou en téléconsultation de médecine générale a été estimé à 17 cas pour 100 000 habitants. Cette estimation est stable par rapport à la semaine 26. Voilà, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Normandie, Bretagne, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez, par rapport aux statistiques, ça fait bien, ça fait même pas 1%, puisque 100 000, 10%, ça fait 10 000, 1%, ça fait 1000. S'il est là-dedans, mais si c'est pas dans les infections respiratoires en grand, il est où le Covid? On voit, par exemple ici, je vous le mets aussi le lien d'une vidéo de la chaîne L'aile Astique, que je vous recommande encore de vous abonner. On voit une rencontre improbable entre Macron et les Gilets jaunes aux Tuileries le 14 juillet. Macron, blouson noir, pas de masque, hein, personne n'avait de masque. Hein. Alors devant la caméra, devant toutes les caméras de télé, TF1, BFM, tout le monde avait des masques. Et une fois qu'il n'y a plus la télé, il n'y a plus de masque. Pour un virus dangereux, prend des risques, notre président. Du reste, la secrétaire d'État, ou je sais pas ce qu'elle est, ou la Première ministre, ou elle ne sait, je sais plus, Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde. Oh mince, mon masque, c'est vrai, il y a le virus tout dangereux. Panique, elle est en état de panique. Zut, zut, je me retrouve tout seul sans masque. J'ai des amis qui me disent Silvano, Célestat, c'est une ville entre Strasbourg et Colmar. Lundi, on m'a dit qu'il y avait 3 nouveaux cas de Covid par jour à Célestat. Oh, c'est pas loin de chez moi. Effectivement, pendant la pandémie de Covid, ils ont subi. Strasbourg. Intrigué, j'ai contacté cet hôpital. On a crié au scandale que je leur téléphone pour avoir des renseignements confidentiels. Étrange. J'ai téléphoné à l'hôpital de Strasbourg. On m'a passé un service. Je demande s'ils avaient de nouveaux cas. La demoiselle me dit que je suis au service qui faisait des tests et qu'elle en faisait tous les jours. J'ai demandé à ce qu'elle réponde à mes questions. Elle me répond qu'elle ne connaît pas le résultat des tests et qu'elle ne peut me donner le service compétent. J'ai téléphoné à un troisième hôpital du Bas-Rhin, dont j'ai tairé le nom. Je téléphonais à une personne que je connais qui m'a dit qu'elle mange avec les infirmières. Ces dernières lui ont dit que c'était le calme plat. Quand je lui ai expliqué que je vais diffuser cette information autour de moi, elle a paniqué. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais dû me le dire. Je trouve étrange que quelqu'un ait peur de dire la vérité. En plus, ce n'est pas nouveau. Toutes les statistiques ont déjà prouvé que cela se termine, et pourtant, les gens ont peur de diffuser la vérité. Mais c'est normal, puisque si les caméras de télé vont dans les hôpitaux et les trouvent vides, comment on continue de les ruser la peur? Alors, il y a eu un cas, là, je crois, pour de bon. Alors là, toute la presse en parle. Un cas, le centre de Covid qui était fermé depuis 3 semaines a réouvert parce qu'il y a un cas. Ça se trouve, c'est un touriste étranger. Du reste, vous savez, dans les fins de pandémie, chose étrange, c'est que je vous montrais aussi des tableaux à l'époque, hein, quand j'avais accès, où j'avais dit, par exemple, le Golfe Persique, ce sera les derniers pays où la pandémie va se terminer, parce qu'ils ont été touchés plus tard. Je vous montrais les tableaux du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Maintenant, il est vrai que, ça y est, tout le monde vole. J'ai appris ce matin par BFM Business que l'activité aérienne était au niveau mondial remontée à 36%. 36%. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà dépassé le tiers, donc ça veut dire qu'il y a à nouveau plein d'échanges. Et il est sûr que s'il y a, que ce soit pour des voyages d'affaires ou du tourisme, des personnes qui viennent en France de pays où l'épidémie n'est pas finie, il va y avoir de nouveau des cas. Hein. Ça, c'est net et sans bavure. Est-ce qu'on prend des mesures? Et d'ailleurs, le reste, le masque, il sert à quoi, le masque? On a souvent parlé, hein, ici, je vous ai déjà démontré que le masque ne servait à rien, mais là, il y a quand même une étude du New England Journal of Medicine, quoi, hein, une des plus grosses sommités en termes de revue médicale, hein, donc c'est traduit de l'anglais, je vous le
c'est pas tout à fait juste. Donc, masquage universel dans les hôpitaux à l'ère du Covid, c'est un article qui date du mois de mai. Nous savons que le port d'un masque à l'extérieur des établissements de santé offre peu ou pas de protection contre les infections. J'ai bien entendu. Nous savons que le port d'un masque à l'extérieur des établissements de santé offre peu ou pas de protection contre les infections. Voilà. Les autorités de santé publique définissent une exposition importante au Covid comme un contact face à face, à moins de 6 pieds, avec un patient présentant un Covid-19 symptomatique, qui se maintient au moins quelques minutes, et certains disent plus de 10 minutes ou même 30 minutes. La chance d'attraper le Covid d'une interaction passagère dans un espace public est donc minime. Dans de nombreux cas, le désir d'un masquage généralisé est une réaction réflexe, on va dire, à l'anxiété liée à la pandémie. Mais ça, je vous avais déjà montré dans mes anciennes émissions de nombreuses études scientifiques qui disent que la probabilité de choper le virus est nul, comme ça, en rencontrant quelqu'un même de symptomatique. On continue l'article. Cependant, le calcul peut être différent dans les établissements de soins de santé. Tout d'abord, un masque est un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle dont les cliniciens ont besoin lorsqu'ils soignent des patients symptomatiques atteints d'infections virales respiratoires, en combinaison avec une blouse, des gants et une protection oculaire. Style bien fermé. Le masquage dans ce contexte fait déjà partie des opérations de routine pour la plupart des hôpitaux. Ce qui est moins clair est de savoir si un masque offre une protection supplémentaire dans les établissements de soins de santé dans lesquels le porteur n'a aucune interaction directe avec les patients symptomatiques. Il existe 2 scénarios dans lesquels il peut y avoir des avantages possibles. Le premier est que pendant les soins d'un patient d'un Covid, un masque seul dans ce cadre ne réduira cependant que légèrement le risque, car il ne protège pas des gouttelettes qui peuvent pénétrer dans les yeux ou des fomites sur le patient ou dans l'environnement que les prestataires peuvent ramasser sur leurs mains et porter sur leurs muqueuses. En particulier, compte tenu du fait que les porteurs de masques peuvent avoir une tendance accrue à toucher leur visage. De toute façon, moi, tous les gens que je vois qui portent des masques, ils descendent, ils se mouchent, comme je vous l'ai dit, ils le mettent dans le sac, dans la poche, ils les remettent, faut arrêter, quoi. Ce qui est clair, cependant, c'est que le masquage universel n'est pas à lui seul une panacée. Un masque ne protégera pas les prestataires de soins. Et là, on parle de prestataires de soins dans des hôpitaux, on ne parle pas de gens dans la rue. D'un patient avec Covid actif s'il n'est pas accompagné d'une hygiène méticuleuse des mains, d'une protection oculaire, de gants et d'une blouse. Un masque à lui seul n'empêchera pas les travailleurs de la santé précoces de contaminer leurs mains et de transmettre le virus aux patients et collègues. Se concentrer uniquement sur le masque peut paradoxalement conduire à une plus grande transmission du Covid-19 s'il détourne l'attention de la mise en œuvre de contrôle des infections plus fondamentales. Et c'est pas Silvano Trotta qui le dit, c'est des médecins qui ont fait des études et qui ont publié dans le New England Journal of Medicine. Aux USA, ils arrêtent d'être un petit peu bêtes, des affiches commencent à être placardées comme ça sur leur magasins, leur commerce, qui disent que le gouverneur a ordonné aux personnes qui entraient de porter un masque. Si vous avez si vous vous sentez mal, si vous êtes malade, vous portez un masque. Si tout va bien, vous êtes exempté de cette obligation. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Et puisqu'on en est à la peur du virus, je vais vous faire encore plus peur. Oui. Ça dit, on va dans le journal Le Monde. Ouais, je vous prends en référence au journal Le Monde. Ouais, mais publié le 10 octobre 2012. C'est pas encore financé par Bill Gates. Combien de virus inhalez-vous chaque minute? Sachant que les conditions extérieures comme la température, l'humidité, la luminosité, mais aussi l'exploitation du terrain par l'homme, ça je vous le dis toujours, c'est pour ça qu'il faut prendre référence à la Nouvelle-Zélande pour voir s'il y aura une seconde vague, parce que c'est ils sont rentrés en hiver maintenant et c'est le climat le plus adapté. Dr Raoult a souvent dit dans ses émissions que cela dépendait énormément du lieu géographique et des températures qu'il y avait dans ces pays-là. Donc, peuvent influer sur les virus. Ces chercheurs ont plusieurs mois durant travaillé sur 3 sites différents, un quartier résidentiel de Séoul, une forêt et un complexe industriel. Leur expérimentation consistait à capturer dans un piège constitué d'une sorte de filtre liquide tous les éléments inférieurs au micromètre, à les nettoyer
à en extraire l'ADN et à comparer les séquences obtenues avec des banques de données virales. Résultat, dans 1 mètre cube d'air, on trouve entre 1,7 et 40 millions de virus. J'arrête pas de vous dire depuis 3 mois que dans les hypermarchés, c'est le lieu où il y a plus de virus au mètre cube, 60 millions. Parce que là, lui, il n'est pas dans les hypermarchés. Hein. Pour les bactéries, la fourchette est plus basse, entre 860 000 et 11 millions par mètre cube. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la largeur des fourchettes n'est pas liée au site de collecte, mais aux saisons auxquelles les relevés ont été effectués. Le nombre de virus présents dans l'atmosphère a monté pendant l'hiver, atteignant un pic en janvier. Donc, on est en janvier en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, chuté à l'approche du printemps. Et je vous mets un article du 8/2/2018 du journal L'Express. Des milliards de virus et de bactéries pleuvent sur Terre chaque année. Vous avez entendu ? Pleuvent sur Terre chaque année. Les virus, propulsés dans l'atmosphère par des tempêtes de poussière ou encore les brumes des océans, peuvent voyager plusieurs milliers de kilomètres avant de tomber. Il y a des virus et des bactéries dans le sol, dans l'eau, mais aussi dans la très haute atmosphère. Chaque jour, des centaines de millions de ces microbes tombent sur Terre, selon une étude publiée dans la revue scientifique International Society for Microbial Ecology Journal. Et certains survivent suffisamment longtemps pour parcourir de grandes distances, ce qui pourrait expliquer comment des virus et des bactéries quasiment identiques apparaissent presque au même moment à des endroits du globe très éloignés. On savait déjà qu'il pleuvait des virus. De précédentes recherches menées par le service des forêts des États-Unis, une agence du département de l'agriculture, avait déjà établi que plus d'1 billion, c'est-à-dire 1 million de millions, c'est plus gros que le milliard, de virus par mètre carré de pluie tombaient chaque année sur Terre. Mais ce nombre était jusqu'ici largement sous-estimé, comme le démontre cette dernière étude, souligne Science Alerte, et si vous y cliquez, vous allez sur l'étude. Et pour vous le prouver, regardez, aujourd'hui, une interrogation que tout le monde se pose, un cas qui échappe à toute description, 57 marins argentins positifs au Covid-19 après 35 jours de mer. Énigme, un bateau de pêche argentin est revenu après 35 jours en mer, avec 57 de ses 61 marins contaminés au corona, alors que la totalité de l'équipage avait fait l'objet de tests négatifs avant le départ. Mais oui, ils l'ont pris comme ça, dans la tête. C'est des énigmes pour eux, alors qu'ils ont déjà fait des articles avant. Vous relisez pas, une fois que vous avez écrit l'article, vous l'avez oublié, on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. La mémoire, hélas, il n'y a pas de mémoire, on ne va pas contrôler sur Internet ce qui se disait, ce qui se passait. C'est comme ça, c'est dommage, c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les gens, parce que les personnes entendent juste la dernière information, et information qui vient principalement de la télé. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai entendu à la télé. Hein. Ah, je l'ai vu aux 20h. Alors là, c'est que c'est vrai. Oh là. Oui, oh. Alors, pendant ce temps-là, chez nous, ce matin, France Info annonce la 2e vague. Et brut de pomme. Je zappe, France Info, BFM, LCI, les réseaux sociaux pendant quelques jours, le temps de prendre du recul. Mais nous sommes toujours dans l'oxymore. L'aggravation de l'amélioration est en train de régresser. Merci au docteur Jean-Paul Faure. Mais la 2e vague elle ne fait pas trop vendre. Hein. Elle ne fait pas trop vendre. Vaut mieux tout de suite attaquer la 3e vague. Allez, le Parisien, direct coronavirus vers une 3e vague de l'épidémie à Hong Kong. Oh mamma mia. Alors eux, ils en sont à une 3e vague déjà. Et là, les gens, ils lisent, ils ont peur. Oh merde, ils ont déjà une 3e vague. Nous, on n'a pas encore eu la 2e. Qu'est-ce que ça va être ? Et donc, on va chercher Hong Kong, 3e vague. Donc, vous vous souvenez, la France, 460 morts. Donc, Hong Kong, alors, à aujourd'hui, 19 nouveaux cas. Total, Hong Kong, total, je vous dis bien, total, sur 7,5 millions d'habitants, il y a eu 9 morts. Et il y a aujourd'hui, effectivement, un mort en plus. C'est peut-être ça, la 3e vague. Ce qui fait que eux, ils ont un mort par million d'habitants. Un mort par million d'habitants. En France, avec une seule vague, on en a 460. Et il leur reste 6 cas critiques. Donc à mon avis, il devait en rester 7. Voilà. Voilà la presse fake news. Certains me demandent pourquoi je mets fake news. C'est pour dénoncer la presse fake news.
Sinon, quoi d'autre? Eh ben, écoutez, le remdesivir, c'est extraordinaire, ça. Donc, hydroxychloroquine, notre président, il a dit qu'il en prendrait pas s'il était malade. Donc, je vous les avais expliqué dans une émission pourquoi Macron s'est déplacé chez Raoult. Parce que tout le monde disait, ouais, Macron adoube Raoult et tout ça. Moi, je dis, non, 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 il adoube pas Raoult. Il va juste là-bas pour ensuite tuer Raoult et dire, mais j'ai fait le tour, j'y suis allé, moi, président. Vous avez été témoin, j'ai été voir, là-bas. Hein. Vous pouvez pas me dire, j'ai pas été voir. Mais chloroquine, non, marche pas. Non. Donc aujourd'hui, l'agence de sécurité européenne a validé le remdesivir, le truc qui coûte pas 4,17 € mais qui coûte 2500 $. Gilead annonce une amélioration de 62% grâce au remdesivir, sans fournir de données. Toute la presse relaye l'info. Et c'est des Américains qui dénoncent l'escroquerie. Une seule question se pose, combien d'États et de médias ont été corrompus? Donc je vous mets aussi l'enquête de BMJ qui démontre que c'est faux. Donc on a tapé sur Raoult alors qu'il vient de faire quand même 3 études assez poussées, dont la plus grosse sur 3500 patients. Et là, eux, ils font pas d'études, mais ils annoncent qu'il y a une amélioration de 62%. Waouh! Pourtant, quand on va voir un peu plus près, donc c'est ici, des experts critiquent l'affirmation sur laquelle le remdesivir réduit le taux de mortalité, et en plus, 7,6% des patients Covid traités avec le médicament sont décédés. Mais en plus, il y a plein de patients décédés, dont 3 enfants. Et je rappelle que chez Didier Raoult, il y a eu 0 mort en dessous de 60 ans. Et il n'y a pas eu que des 60 ans, il y a eu des vieilles personnes. Par contre, 3 enfants, s'il y avait eu un enfant mort chez Raoult, je pense qu'il serait déjà pendu ou guillotiné. Pendant ce temps-là, rappel, nous sommes le 15 juillet 2020, 54 études parues dans le monde indiquent un bénéfice net de l'hydroxychloroquine. Toujours rien dans les médias français. Toujours rien. Silence assourdissant des médias français. À ce niveau-là de mise sous silence, certaines questions doivent impérativement se poser. Nous, on se les pose depuis 4 mois. Allez, maintenant, je vous sens aussi beaucoup de colère chez certains d'entre vous, parce que chez les gens éveillés, voir toute cette manigance, toute cette magouille, tous ces mensonges, ça énerve certains. Beaucoup vous me dites, mais comment tu fais, Sylvano? Mais moi j'ai l'habitude, donc je l'ai déjà dit, ça fait longtemps que j'ai l'habitude de ça. Mais allez, il faut répondre par éveiller les gens par l'humour, par la colère, ça sert à rien. Alors, j'ai plusieurs solutions à vous proposer, c'est absolument génial. Déjà, il y a des t-shirts qui sont non à la peur, non à la 5G, non au traçage, non au vaccin forcé, mon immunité égale mon terrain et mon hygiène de vie. C'est fou qu'on n'a jamais encore parlé d'immunité dans cette crise du Covid. On a un système immunitaire, mais tout le monde s'en fout. Big Pharma, je vous l'ai déjà dit, s'ils pouvaient supprimer notre système immunitaire, waouh! Je rappelle que la plupart des gens qui ont eu le Covid, c'est passé crème, rien ne s'est passé. Un autre édité t-shirt, Sylvano et Thierry, et Tal et Jean-Jacques, en souvenir de notre émission A4. D'autres collent des affiches, comme par exemple ici de Edward Snowden. À mesure que l'autoritarisme se répand, que les lois d'urgence prolifèrent, que nous sacrifions nos droits, nous sacrifions également notre capacité à arrêter le glissement vers un monde moins libre. Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, la deuxième vague, la 16e vague du coronavirus seront depuis longtemps oubliées, que ces moyens mis en œuvre ne seront pas conservés, que les données récoltées ne seront pas conservées? Quelle que soit la façon dont elles sont utilisées aujourd'hui, ce qui est construit en ce moment, c'est l'architecture de l'oppression. Et c'est tout à fait vrai. Une autre affiche, prenez soin de vous, le port de la muselière est obligatoire, prenez soin de vous, participez à la pensée unique, ne réfléchissez pas par vous-même, nous le ferons pour vous, pour le bien des plus riches, fermez vos gueules. Merci pour votre collaboration. Le Sinistère de la pensée unique vous remercie de votre ignorance et soutien. Et je vous rappelle que ceux qui sont plus riches sont devenus encore plus riches dans cette pandémie. D'autres répondent par des poèmes, malveillance en nos gouvernements, adorant diaboliquement leur seule liquidité, ceux sous couvert liberticide à peine voilé. Que nous faudra-t-il donc pour nous réveiller? Ultime est la solution déjà bien manipulée, engendrant inexorablement la mort par tous ces boniments.
tester les gens à tour de bras, empêcher une soi-disant propagation virale nous mettant dans l'embarras, soulever le voile et voyez la manigance. Tous ces menteurs ne se cachent même plus de leur outrance. Corruption à tous les étages, occultation de certaines affaires gênantes, révision de l'histoire. Ils ont bien organisé leur ménage. Osez ouvrir les yeux sur notre réalité obsédante. Ne vous laissez plus abuser sous prétexte du respect de votre santé. Allumez la lumière et osez regarder. Je vous mets le lien Facebook pour aller. D'autres font des affiches aussi. Gare au nouveau coronavirus, l'État a trouvé en la médecine la plus courte et la plus solide des laisses. Un peu d'humour, lavez-vous les mains et toussez dans votre coude. La première vague Covid-19, la deuxième vague, c'est la récession. Celle-là, je l'adore. À gauche, il est des nôtres. Et puis à droite, il commence à m'énerver, cela. Hein. Allez, je termine par mes deux favoris. Alors là, j'hésite. Hein. Alors là, je vais tirer au pif, parce que les deux sont exceptionnels. Alors je vais les prendre par ordre alphabétique. Le premier c'est Clément, hein, voilà. Sylvano, mon ami, mon frère, mon pitre, ce matin je suis allé acheter mes légumes bio dans le magasin bio de mon village. À l'entrée, un panneau indique que le masque est obligatoire. Je mets donc le mien. Et je rentre. Et là, à ma grande surprise, éclat de rire général. Les super, génial, bravo, fusent de toutes parts. Une dizaine de clientes, que des femmes, à part le caissier. Ensuite, sur le parking, une dame m'attendait. Elle est venue vers moi et en face à face, m'a dit, des larmes plein les yeux, un vrai beau grand merci. Je ne le raconte pas pour le merci, c'est mon métier d'amener le rire, surtout dans les familles ou les moments où je ne rigole pas, mais cela prouve à quel point nos frères et sœurs souffrent dans leur chair de cette stratégie du choc voulue par nos gouvernementeurs et ont besoin de respirer. Tu peux partager, en parler, nommer, accès libre, je t'embrasse, Clément Triboulet. Je vous mets son lien vers son site, et alors il est rentré comment dans le magasin? Il est rentré comme ça. J'ai ri ce matin quand j'ai lu ça, c'est génial. En fait, oui, pour du masque obligatoire, c'est un masque, non? Hein, on pourrait réfléchir à un truc comme ça. Et le deuxième c'est mon ami Max qui a fait une chanson, je vous mets le lien. C'est sous les paroles de Balance ton quoi de Angèle. Hein. Lui, il a fait Balance ton masque, c'est exceptionnel. Alors, si vous voulez lui faire plaisir, si vraiment, écoutez, diffusez cette chanson. Des fois, vous savez, une affiche, un acte comme ça, rigolo, comme l'a fait Clément, une chanson, un trait d'humour, ça vaut 1000 milliards de discours. 1000 milliards de discours. Hein. C'est une autre forme d'éveil. Il faut essayer. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On peut que essayer. Donc voilà, c'est fini pour ce soir. Il y a quand même une actualité que mon ami Antonio Gentile m'a donnée et qui est assez surprenante. Alors si quelqu'un habite dans les régions un petit peu concernées là, parce que évidemment dans cette presse il n'y a pas beaucoup d'informations. Un gang de tueurs de chevaux, à moins 11 cas de mutilation recensés en France, une dizaine de chevaux retrouvés morts, l'oreille coupée à travers la France. J'aimerais bien savoir le descriptif, quoi. C'est-à-dire que l'oreille coupée, c'est bien, mais c'est pas parce que je suis pas vétérinaire, hein, je vois mal si vous coupez l'oreille d'un cheval qui meurt. Donc il sera mutilé, certes, mais de quoi il est mort? S'il y en a qui ont des infos, ça m'intéresse, et surtout savoir si de quoi il est mort. Voilà. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je viendrai avec mon ami Jean-Pierre pour une émission que l'on enregistre ce soir, que j'aurai pas le temps de monter, et que on va parler de beaucoup de choses sur l'origine de la manipulation, de la libre pensée. Hein, Jean-Pierre, j'ai déjà fait 6 émissions avec lui, mais mes nouveaux abonnés ne le connaissent pas. Vous allez apprendre à le connaître. Hein. Et d'ici là, je vous dis belle soirée à tous. Bye bye, bise, à demain.